Bonjour tout le monde. Je me présente, Clément Roberge, président du Cercle Finance du Québec, et mon collègue Louis Rodrigue, président des CFA Québec. Bienvenue à tous pour une 7e année, notre colloque retraite investissement institutionnel et finances personnelles organisé par le Cercle Finance et l'association CFA Québec. Nous avons encore cette année beaucoup de contenu tout au long de la journée, une première également à 17 h qu'on vous invite au cocktail avec l'Association d'investissement responsable canadien qui va nous faire une petite présentation. D'abord, un grand merci à nos partenaires financiers sans qui ça ne pourrait absolument pas être possible, même si on est bénévole. Merci à vous d'être présents encore cette année en grand nombre, en nombre croissant d'ailleurs. Merci à tous nos bénévoles, membres du comité organisateur, les personnes qui nous aident et à tous nos conférenciers tout aussi bénévoles. Merci également aux diverses associations qui nous ont appuyés comme partenaires de diffusion. On va maintenant en profiter sur l'écran. On va vous montrer probablement nos 33 partenaires financiers. Et on les a au verso du programme. Je n'ai pas amené mon... on va se prêter ça. Bon. Donc, on va ça va circuler tout au long de la journée, mais on voulait ce matin nommer ça parce que les partenaires financiers nous aident financièrement, mais ils nous aident énormément en termes de ressources, de compétences, de contenu, de suggestions, tout ça. Donc, je vais vous les nommer rapidement. Une partie Manuvie, Industrielle Alliance, Sun Life, Canada Vie, SSQ, Banque Royale, Desjardins, Finance Montréal, La Capitale. Également, comme partenaire OR, on a l'Autorité des marchés financiers, Mercer, Placement McKinsey, BMO Gestion mondiale d'actifs. Et comme partenaire argent, nous avons la Chambre de la sécurité financière, Addenda Capital, Optimum Gestion de placement, Humania Assurance, Conseiller TE, Fonds de solidarité FTQ, Exaves, Gestion institutionnelle Franklin Templeton et Fiera Capital. Et également, partenaire bronze, nous avons le Fonds d'action, Unigestion, AlphaFix Capital, l'IQPF, CI institutionnel, le groupe financier CCNL, Arborves, Normandin-Baudry, FNB Horizon et PIMCO. Donc, on vous remercie énormément et on compte sur vous l'année prochaine encore, évidemment. Là, on va demander à Mme Noémie Girard, qui est... C'est un pur hasard, excusez, c'est pas parent, je pense pas. Secrétaire du CA du Cercle Finance, à nous présenter notre conférencier d'ouverture ce matin, M. Éric Girard, ministre des Finances et ministre responsable de la retraite. Il m'a dit tantôt qu'il y avait un scoop pour nous autres, fait que j'ai bien hâte. Fait que si tu peux, Noémie, faire une présentation brève, j'ai hâte. Alors, merci Clément. Je tenterai d'être brève, malgré la feuille de route impressionnante de notre invité. Donc, bonjour à tous. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter notre invité qui va nous dire quelques mots en introduction du colloque retraite, l'actuel ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard. Il possède plus de 25 années d'expérience dans le domaine de l'investissement et des marchés financiers. Il a été trésorier de la Banque nationale depuis novembre 2011. Il détient un baccalauréat intégré en économie et en finance de l'Université McGill, ainsi qu'une maîtrise en économie de l'Université du Québec à Montréal. Passionné d'économie, d'éducation, de sport et de politique publique, il s'est impliqué au sein de la communauté, notamment en siégeant au conseil d'administration de la Fondation du CHU Sainte-Justine et en s'engageant aussi dans d'autres implications de nature sociale, scolaire et communautaire. Donc, accueillons-le chaleureusement, le ministre Éric Girard. J'ai mon speech. OK. Alors, d'abord, bonjour à tous. J'aimerais d'abord vous dire comment je suis heureux d'être ici parce que j'ai grandi tout près d'ici, à Saint-Louis-de-France, en bas du chemin Saint-Louis et de la route de l'Église.
Alors, puis je suis allé à l'école à 2 minutes d'ici au primaire, à l'école Sainte-Isabelle. Et bien sûr, j'ai compté une multitude de buts à l'Aréna de Sainte-Foy. C'est célèbre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai étudié en économie et en finance. D'ailleurs, quand j'étais à l'école de hockey de Sainte-Foy, vous savez, ça s'appelait l'école de hockey, mais c'était pas ça. C'était vraiment une ligue. On jouait au hockey. Aujourd'hui, on prend des cours de patinage, puis on fait des camps pour les défenses. Nous autres, on déposait la rondelle, puis on jouait tout l'été. Et puis, il y avait, parmi ceux qui jouaient avec moi, il y avait un gars qui était pas pire pantoute, qui s'appelait Patrick Roy, puis qui était pas mal bon. Et d'ailleurs, il y a une couple d'années, je l'ai vu à Place Sainte-Foy, puis j'ai essayé de lui dire merci d'avoir mis ma photo dans ton livre. Mais il n'était pas vraiment intéressé. Il faut dire que c'était le 24 décembre, puis il était 5h moins 10. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment, je suis vraiment content d'être ici. Puis c'est un privilège d'être le ministre des Finances du gouvernement du Québec. Et oui, j'ai étudié pour ça. J'ai fait un baccalauréat en économie, en finance, une maîtrise en économie. J'ai travaillé pour la Banque du Canada. J'ai travaillé 24 ans pour la Banque nationale, mais principalement comme trésorier. Et le trésorier, c'est le garant de la stabilité d'une institution financière. Liquidité, capital, risque de taux d'intérêt, gestion de la caisse de retraite. Et puis, c'est ces fondations-là qui permettent à l'institution financière de grandir et de se développer. Et puis, j'utilise la même approche comme ministre des Finances. Mon rôle, c'est vraiment de donner le cadre financier au gouvernement et de lui permettre de réaliser ses ambitions avec la politique fiscale, la politique économique, la compétition, la réglementation. Et bien sûr, un ministre n'est absolument rien sans son ministère. Alors, je veux souligner la présence, il y a plusieurs personnes ici de Retraite Québec qui font un travail fantastique. Il y a des gens du ministère des Finances, il y a probablement des gens de l'AMF. Alors, le ministre des Finances est responsable, bien sûr, du budget, de la politique fiscale, mais aussi Retraite Québec, Revenu Québec, l'Auto-Québec, la SAQ, la SQDC, l'AMF. Alors, c'est vraiment un privilège. Un dernier point, c'est que je ne peux pas répondre précisément à vos questions aujourd'hui parce qu'il y a une mise à jour jeudi. Et venant des marchés financiers, je crois beaucoup à la confidentialité de l'information. Et je tiens à vous dire que oui, on a pris des décisions dans l'intérêt du Québec. Je vais vous expliquer ce qui nous motive. Mais vous n'aurez pas cette information-là aujourd'hui. Elle sera disponible pour tout le monde en même temps jeudi. Je vous encourage, on fait un effort très important de vulgarisation. Je vous encourage à lire les faits saillants, une 20aine de pages de la mise à jour qui résume le cadre financier du gouvernement, l'état de l'économie du Québec et les mesures qu'on met en place pour amener le Québec à un autre niveau. Et puis, vous le savez, le Québec va bien, mais on est très ambitieux. On veut l'amener encore plus haut. On veut l'amener au rang de leader de la croissance au Canada. On veut que le Québec prenne toute sa place dans l'économie canadienne. Le Québec, c'est 23 % de la population canadienne, seulement 20 % de son économie. Et c'est ça qu'on veut changer. On veut devenir un leader dans la croissance et un partenaire important dans la Fédération canadienne. Et puis, c'est sûr qu'en réussissant ça, bien, on va être moins dépendant des transferts fédéraux. OK. Oui, j'aurai un scoop aujourd'hui sur les retraites. Alors, j'ai quand même réservé, puis je peux vous donner un mini-scoop tout de suite. Dans la mise à jour, il y a une section qui sera... il y a toujours une section didactique qui est pas une annonce de mesure, mais qui est plus la vulgarisation, parce que le ministre des Finances a un rôle de vulgarisation.
Il y a eu beaucoup de vulgarisation sur la bourse du carbone, sur la stratégie du Québec pour réduire les gaz à effet de serre dans mon premier budget, dans la dernière mise à jour. Cette fois-ci, il y aura une didactique sur la retraite. Mais le scoop, c'est ce matin. OK. Alors, lorsqu'on regarde le Québec, premièrement, il faut se le dire, la situation actuelle est remarquable. Pour 2019, les 7 premiers mois de l'année, et ça, c'est les 7 premiers mois de l'année, un taux de croissance de 2,7 %. C'est 2 fois plus que le taux de croissance. En fait, c'est 2,7 contre 1,5, mais c'est une surperformance par rapport à l'économie canadienne qui est vraiment exceptionnelle. Okay? Et ce qui est incroyable ou remarquable, c'est que l'accélération de l'économie québécoise se passe au moment où l'économie mondiale ralentit. On a un ralentissement mondial synchronisé de l'économie. Et le Québec, lui, accélère. Alors, ça fait 2 ans de suite qu'on surperforme le Canada. Et soit dit en passant, pour fermer les écarts de richesse, il va falloir le faire 25 années consécutives. Okay, je vais vous expliquer ça tantôt, mais là, on en a 2 de fait. Bonne nouvelle. OK? Mais non, il faut commencer quelque part. Et ça fait 3 ans de suite que la croissance est supérieure à 2 %. Alors, vraiment, c'est remarquable. Mais vous remarquerez que, moi, j'appelle ça du newspaper economics. Il y a beaucoup d'emphase sur les taux d'emploi. À écouter les gens parler, le Québec, on serait champion du monde de la croissance, mais c'est parce que le marché de l'emploi est extrêmement fort. Mais malheureusement, il y a un contrepoids à ça, parce que la croissance moyenne des 10 dernières années n'est que de 1,4 %. Ça, 1,4 %, c'est pas beaucoup. Or, on a très bien fait au niveau de l'emploi, mais on n'a pas bien fait ou suffisamment bien fait au niveau de la productivité, ce qui fait que, bien qu'on semble avoir très bien fait en regardant les statistiques de l'emploi, dans les faits, pour les 10 dernières années, on a moins bien fait que l'Ontario parce qu'on fait moins bien au niveau de la productivité. Alors, on a un défi au niveau de la productivité. Alors, ça, c'est à retenir. OK, l'emploi, je l'ai mentionné, extrêmement fort, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la richesse et de la productivité? Au niveau de la richesse, que les économistes mesurent le PIB par habitant, on est 16 % en arrière de l'Ontario et 18 % en arrière du Canada. Alors, prenez votre calculatrice. Non, il n'y a plus personne qui a une calculatrice en 2019. Prenez votre téléphone. OK? Et vous avez un écart de 16 % à combler. Alors, de combien devons-nous croître de plus que l'Ontario par année pour rattraper un écart de 16 %? Bien, prenez par exemple un chiffre qui serait réaliste, 0,005, 1,5 de 1 %. La différence entre croître à 1,4 ou 1,9. Alors, 1,005 exposant 25, 16 %. Ça va prendre 25 ans de surperformance pour fermer l'écart de richesse avec l'Ontario. Et bien sûr, l'écart de richesse émane principalement d'un retard au niveau de la productivité, qui est aussi de 16 % par rapport à l'Ontario. Et je n'ai pas le chiffre exact pour le Canada, mais je vais dire 18. Bon. Alors, devant un défi comme ça, tout ce que je fais, tout ce que notre gouvernement fait, c'est d'avoir un plan ambitieux pour amener le Québec à un autre niveau et fermer ces écarts de richesse. Rappelez-vous, 23 % de la population, seulement 20 % de l'économie canadienne. Alors, nos décisions visent l'intérêt supérieur du Québec, visent la croissance à long terme. On fait des gestes structurels. Le premier geste qu'on fait, c'est d'investir dans l'école publique. Okay? Au-delà de tous les débats, maternelle, 4 ans, commission scolaire, le budget de l'éducation au Québec est en hausse de plus de 5 % pour une 2e année consécutive. Et nous allons continuer à investir dans l'école publique parce que l'éducation, c'est extrêmement important dans les déterminants de la productivité. Et oui, nous avons des retards de diplomation
au niveau du secondaire, au niveau universitaire. On a des retards où on sait que les garçons font moins bien que les filles. On sait que ceux qui parlent le français à la maison font moins bien que ceux qui parlent l'anglais ou une autre langue à la maison. On a des défis extrêmement importants au niveau de l'éducation, puis on va continuer d'investir là-dedans. Participation au marché du travail, on se l'est dit, le Québec fait très bien au niveau de l'emploi, mais on a une particularité qui vous concerne, qui concerne le colloque aujourd'hui, c'est que les Québécois prennent leur retraite trop tôt. Et on a besoin, les travailleurs de plus de 60 ans, le Québec a un taux de participation au marché du travail supérieur à la moyenne canadienne pour toutes les cohortes d'âge en bas de 60 ans. Principalement en raison du taux de participation des femmes et l'excellente politique publique d'avoir des garderies privées subventionnées. Mais puisque les Québécois prennent leur retraite trop tôt, nous avons des taux de participation inférieurs pour les personnes de plus de 60 ans et nous avons des politiques pour faire face à ça, c'est-à-dire qu'on donne un crédit d'impôt pour le prolongement de la carrière. Si vous avez plus de 60 ans, le premier 10 000 $ est non imposable. Et pour les PME qui embauchent des travailleurs de plus de 60 ans, une réduction des taxes sur la masse salariale qui peut aller jusqu'à 75 % pour un travailleur de plus de 65 ans. Alors, on travaille sur l'éducation, on travaille sur la participation au marché du travail, on travaille sur les investissements privés. Le Québec, 23 % de la population canadienne, seulement 15 % des investissements en machines et équipements. Ce n'est pas suffisant. Comment est-ce que nous faisons pour accroître l'investissement privé? Bien, on travaille. Puis vous remarquerez qu'on a toujours deux vecteurs. Okay? L'éducation, on a la maternelle 4 ans, on a l'heure de plus par jour au secondaire. Les travailleurs d'expérience, on travaille crédit d'impôt, les travailleurs, réduction des taxes salariales sur l'entreprise. La raison qu'on a toujours plus qu'un vecteur, c'est qu'en politique publique, on n'est jamais certain de l'effet de nos actions. Alors, plus on a de vecteurs, plus on a de chances de réussir. Investissement privé, on a d'une part la réforme d'Investissement Québec, qui vise à aider les entreprises à faire une transformation numérique, qui vise à aider les entreprises à exporter, à attirer des capitaux étrangers, mais on agit sur le prix. Vous n'avez pas un économiste, ministre des Finances pour rien. On réduit le taux marginal effectif d'imposition sur les nouveaux investissements grâce à l'amortissement accéléré. 130 % d'amortissement en 2 ans. 130 % d'amortissement, c'est le plus généreux au Canada. Sur les nouveaux investissements en machines et équipements, je vais le dire en français, hardware, software, logiciels et équipements, propriété intellectuelle et énergie propre. 130 % d'amortissement, ça réduit le taux effectif d'imposition. Alors, 2 vecteurs pour stimuler l'investissement privé et nous réduisons la dette. Le Québec était la province la plus endettée au Canada. Nous sommes maintenant la 2e plus endettée. La 2e, oui. Et on est sur une trajectoire descendante, puis il y en a qui sont sur une trajectoire montante. On travaille là-dessus à chaque année, réduire le poids de notre dette. Tout ça pour créer de la richesse. C'est ça le plan de match. C'est que le Québec va bien, puis on veut l'amener à un autre niveau, celui de leader au Canada de la croissance économique, qui va nous permettre de fermer les écarts avec l'Ontario. OK. On m'avait dit qu'il fallait que je parle de retraite un peu. Bon. J'y vais. Alors, traditionnellement, on dit qu'il y a 3 niveaux. La retraite, bien sûr, c'est une responsabilité de l'État, mais c'est une responsabilité collective et individuelle. Okay? Puis ça, c'est important. On a tous des responsabilités. Traditionnellement, on a dit qu'il y a 3 niveaux. Il y a d'abord le gouvernement fédéral, avec la pension de la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti. Il y a le gouvernement provincial, avec la régie des rentes. Et puis, il y a toute l'épargne privée, les REER, les régimes à prestations déterminées, les régimes à cotisation déterminée, les CELI, vos avoirs. Mais là, premier scoop, mais ce n'est pas le scoop que vous cherchez, là. Mais moi, j'ai décidé d'ajouter un 4e niveau, le travail. Continuer à travailler plus longtemps pour avoir une meilleure retraite. Travailler à temps partiel, travailler plus longtemps. Le revenu de travail à la retraite va rendre votre retraite plus agréable.
De toute façon, c'est le fun de travailler. On le sait. C'est un plaisir. Mais c'est important de se le dire. En 2019, on vise à ce que les gens restent plus longtemps sur le marché du travail. On veut stimuler le taux de participation des gens de plus de 60 ans au marché du travail. Et soit dit en passant, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. On estime la pénurie de main-d'œuvre au Québec à 125 000 personnes. Si le taux de participation des travailleurs de plus de 60 ans du Québec atteignait celui de l'Ontario, c'est-à-dire s'il était de 25 % au lieu de 21 %, on aurait 90 000 travailleurs de plus. Alors, c'est vraiment un vecteur important. OK. Dans le dernier budget fédéral, il y a eu une bonification du supplément de revenu garanti. Merci, M. Morneau. Le régime des rentes du Québec a été bonifié pour atteindre en 2025 le revenu admissible va passer de 57 400 à 65 400 et le RRQ supplémentaire permettra un taux de remplacement de ce revenu de 25 à 33 %. Alors, ça, c'est fait. Le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral sont en action pour bonifier la composante collective. Okay. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la retraite? Bien, premièrement, les chiffres sont que l'âge moyen du départ à la retraite au Québec est 63 ans et la moyenne canadienne est à peu près 64 ans. Alors, ce n'est pas si pire que ça, là. On parle d'un an. Là où on peut faire mieux, où les individus peuvent faire mieux, c'est la part des participants qui réclament leur RRQ à 60 ans. C'est 62 % au Québec contre 38 % au Canada. Or, nous savons, vous savez, que lorsque vous prenez votre RRQ plus tôt, vous vous pénalisez. Vous pourriez avoir plus, votre rente pourrait être bonifiée de plus de 40 % si vous attendez jusqu'à 65 ans et de 122 % si vous attendez jusqu'à 70 ans. La différence entre 70 ans et 60 ans, c'est 122 % de rente, là. C'est majeur. Bon. Les experts, les experts, ça, c'est les actuaires. Je pense qu'il y en a plusieurs dans la salle. Les experts disent qu'on doit viser un taux de remplacement du revenu entre 60 et 70 % du revenu que nous avions avant la retraite, lors de la retraite. Or, le fédéral va faire une part, le RRQ va faire une part, le régime des rentes, et plus vous le différez, plus ça passera grande. Et bien sûr, vous devrez avoir un niveau d'épargne privée pour atteindre le 60 à 70 %. Puis j'en ai parlé tantôt, mais bien sûr, il y a les régimes des employeurs, régimes à prestations déterminées, cotisations déterminées, qui sont importants là-dedans. La participation au marché du travail, je n'ai parlé tantôt. Et voici mon scoop. Vous attendiez le scoop? Le gouvernement du Québec a donné un mandat à Retraite Québec. Alors, nous avons l'intention de déposer un projet de loi au printemps qui va permettre la mise en place d'une nouvelle option d'épargne supplémentaire pour les Québécois, les régimes de retraite à prestations cibles. Ça, c'est quoi? C'est un hybride entre les régimes à prestations déterminées, qui sont moins nombreux, et les régimes à cotisation déterminée, des régimes de retraite flexibles avec des mécanismes de stabilisation pour assurer leur santé financière. Alors, Retraite Québec travaille à l'élaboration d'un projet de loi que nous présenterons en temps et lieu. Je vous exprime notre intention de déposer ce projet de loi au printemps pour donner une option d'épargne supplémentaire. Ça veut dire quoi, un régime à prestations cibles? Ça veut dire que la volatilité du régime va reposer sur l'épargnant et non sur son employeur. Les cotisations de l'employeur seront fixes, et ça, vous le savez, dans les régimes à prestations déterminées,
les employeurs se plaignent de la variabilité des cotisations. Certains, moi je viens d'une industrie où les fluctuations de la caisse de retraite, du passif, de l'actif passif net de la caisse de retraite se répercutent dans le capital de l'entreprise. Alors, dans un régime à prestations cibles, les cotisations des employeurs seront fixes, et soit que la rente va varier puis qu'il y aura des cotisations fixes pour les employés, soit que les cotisations des employés varieront et que la rente sera fixe. Alors, ça va? C'est un bon scoop? OK, parfait. Alors, tout ça sera évidemment expliqué dans la didactique de retraite qui sera avec la mise à jour de jeudi. OK. En conclusion, puis ça va me faire plaisir de prendre des questions, puis encore une fois, merci d'être ici aujourd'hui. L'économie du Québec performe bien, remarquablement bien, mais l'objectif du gouvernement, c'est de l'amener à un autre niveau, celui de leader de la croissance au Canada, puis il va falloir faire ça longtemps. Nous posons des gestes structurels, des gestes structurants pour le long terme, pour fermer les écarts de richesse entre le Québec et le Canada. La retraite, une responsabilité collective et individuelle. La trinité des bonnes pratiques, épargner tôt, retarder votre régime des rentes et prolonger votre carrière. Et une nouvelle option d'épargne, votre gouvernement a l'intention d'introduire un projet de loi au printemps qui va introduire les régimes à prestations cibles. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Donc, on aurait quelques temps pour des questions, si vous voulez, dans la salle. Je ne sais pas si quelqu'un qui voudrait briser la glace. Question facile, oui, en commençant. Clément, est-ce que tu as une question en commençant? Peut-être sur les cycles, si vous voulez comparer peut-être ce qui se fait ailleurs et l'expectative de succès que vous anticipez. Bon, alors, la question, c'est quelles sont nos attentes par rapport au régime à prestations cibles? Bien, nos attentes sont grandes parce que c'est les parties prenantes qui nous demandent ça. On n'a pas, on ne s'est pas réveillé un matin au gouvernement en se disant « ce serait une bonne idée, là ». Retraite Québec, qui sont les experts, nous ont parlé de ça. Les syndicats, les organisations de travailleurs, les employeurs nous ont dit qu'il fallait trouver des solutions au déclin des régimes à prestations déterminées. Et on en propose une ce matin. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui? Micro, merci. Avec ce qui se passe dans l'Ouest canadien, comment ça impacte les relations interprovinciales? On voit l'Alberta qui n'est pas tellement... C'est pas le mien. C'est Jason qui appelle? C'est ça, oui. Ça veut dire pose pas ta question, c'est ça? Non, j'aimerais comprendre les relations en tant que gouvernement provincial, quand on voit d'autres provinces avec des perspectives différentes, comment ça vous impacte? Bien, d'abord, les relations sont excellentes parce que on a beaucoup plus en commun que nous avons de différences. Et moi, j'ai fait le tour de tous les ministres des Finances de l'Ouest canadien et j'ai rencontré le ministre des Finances de Terre-Neuve il y a quelques semaines à Montréal et je rencontre les investisseurs. Puis c'est important de se le dire, on a beaucoup plus en commun qu'on a de différences. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'Alberta et la Saskatchewan vivent des moments très difficiles. Et ça, le minimum que nous pouvons avoir pour eux, c'est de la compréhension puis de la compassion, de comprendre
qu'il y a des drames réels qui se passent là-bas. Ils ont une économie qui est basée sur une industrie qui est en difficulté et de comprendre leur perspective. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que les transferts fédéraux vers le Québec et l'ensemble des provinces, mais notamment le Québec, au cours des 5 dernières années, ont été extrêmement généreux. Les transferts fédéraux ont cru 2 fois plus rapidement que les revenus autonomes du Québec. Alors, c'est certain que nous avons bénéficié de ces transferts-là, les autres provinces aussi. Et là, parce qu'il y a des provinces en difficulté, il y a des provinces qui demandent une réforme de certains transferts. Les mécanismes de stabilisation qui visent à aider les provinces qui sont en difficulté, qui, eux, ne sont pas assez généreux. Alors, la première demande de l'Alberta et la Saskatchewan, c'est une bonification du programme de stabilisation. Ça ne concerne pas le Québec. La deuxième chose, il y en a qui demandent une réforme de la péréquation. La péréquation, le Québec est la province qui en reçoit le plus en dollars absolus. Il y a 5 provinces qui en reçoivent, mais le moins par capita. Et c'est juste qu'on est plus nombreux que le Nouveau-Brunswick. Et il faut rappeler que la péréquation, c'est un programme fédéral. Ce n'est pas un programme il n'y a pas de tuyau qui part de Calgary puis qui s'en va à Montréal puis qui met de l'argent. C'est un programme fédéral de redistribution qui donne de l'argent à 5 provinces présentement. Autrefois 6. Et là, l'Ontario est passé d'un côté à l'autre. Et alors, je vous dirais qu'il y a une... dans l'ensemble, les relations sont bonnes. Il y a des difficultés dans l'Ouest canadien qu'il faut reconnaître. Et moi, mon travail, c'est vraiment de bâtir des ponts. J'ai d'excellentes relations avec le ministre des Finances fédéral. Je ne sais pas s'il va être renommé le 20, mais je présume que oui. Et j'ai d'excellentes relations avec les ministres des Finances des autres provinces. Et puis, on va passer à travers ces difficultés-là tous ensemble. C'est un peu long comme réponse, mais la péréquation, c'est un sujet litigieux. Une autre question? Oui. Oui, je vais la répéter. Vous mentionnez que la contribution du Canada à la province, notamment au Québec, là, qui est importante. Si on regarde au niveau du Canada dans son ensemble, le coût de financement est diminué juste par l'écart de crédit qu'on a entre Québec et Canada. Dans la mesure où c'est optimal sur une feuille de comptable, est-ce qu'il y aurait un intérêt à ce qu'on accentue cet endettement au niveau d'Ottawa et d'augmenter le surplus au Québec? Et est-ce que ça vous fait peur qu'il y ait un empiètement des compétences provinciales si on faisait ça? Bon, ça c'est... moi, je suis économiste et il y a effectivement, je vais appeler ça une théorie, que parce que les taux d'intérêt sont bas, il faudrait emprunter beaucoup. Je suis un peu sceptique de cette théorie, puis je vous dirais qu'elle est véhiculée par ceux qui empruntent beaucoup. OK? Je vous laisse réfléchir à ça, mais les taux d'intérêt sont bas parce qu'on n'a pas vu, après la crise, la grande récession de 2007-2009, on n'a pas revu des taux de croissance tels que nous les avions vus avant. Or, quand la croissance économique mondiale est plus faible, bien, les rendements sur les investissements sont plus faibles et les primes de risque compriment et la valeur des titres refuges augmente. Alors, moi, je dirais qu'on me demande souvent est-ce que les taux vont monter ou quand est-ce que les taux vont monter. Dans mon opinion à moi, les taux sont exactement là où ils devraient être, c'est-à-dire là où les participants des marchés les placent ce matin. Et il y a autant de probabilités que les taux montent que les taux baissent, parce que sinon, il y aurait un arbitrage.
Et donc, l'argument que parce que les taux sont bas, on doit emprunter, moi, j'y crois pas. Je pense que nous, le Québec, on est endetté, on a une situation cyclique qui va bien, alors c'est le temps de réduire notre dette et collectivement, on a une responsabilité envers les prochaines générations. On a des défis, on a le vieillissement de la population, on a la pression sur les services de santé, mais c'est le temps de réduire notre dette et de partir de province la plus endettée vers la médiane des provinces canadiennes. Oui, une dernière question avec plaisir. Oui, bonjour, il me reste 30 secondes apparemment. Je ne sais pas si vous seriez game augmenter la régie des rentes au lieu de 33 %, on va dire le maximum, 70 %, mais si on l'augmentait encore par palier, 50, à peu près 60, comme aux Pays-Bas, je trouve que c'est un beau modèle. Merci. Merci. D'abord, tantôt, je vous ai parlé qu'un ministre n'est rien sans son ministère. J'encourage à convaincre Retraite Québec et le ministère des Finances d'abord de la valeur de cette proposition. Puis on pourra la regarder en temps et lieu. Mais c'est important comme gouvernement d'avoir des priorités. Et puis, nos priorités, c'est l'éducation puis l'augmentation du potentiel économique du Québec. Et puis, au niveau législatif, parce que là, ce que vous parlez, ça implique des modifications législatives. Ma priorité, c'est une loi sur les agences de crédit pour protéger les avoirs financiers des Québécois. Priorité numéro 1. Priorité au niveau de retraite, introduire les régimes à prestations cibles parce que le modèle d'épargne des régimes à prestations déterminées est en voie de disparition. Et bien sûr, en tant que ministre des Finances, il y a toujours des omnibus budgétaires et fiscales. Alors, ça fait déjà 4 priorités législatives pour un ministre. Alors, je vous dirais que ce n'est pas sur le radar immédiat, mais si, après analyse, ce serait une option, mais c'est certain qu'on va la regarder. Merci beaucoup. Donc, merci, monsieur le ministre, de nous avoir fait la présentation. On a juste un petit commentaire. Un commentaire? Ah, bon, désolé. Oui, monsieur le ministre, Alban D'Amour. Oui. Je veux juste saluer votre dernière initiative, celle qui vise à mettre en place le régime à prestations cibles. Je pense qu'il y a un lien de parenté très fort avec notre rapport, et puis je vous remercie.